Cronier, donc ingénieur paysagiste de l'Institut Agro-Angers et actuellement conducteur de travaux en charge de la RSE à Espace Déco. Avant de rentrer dans le vif du sujet, je vais quand même apporter quelques éléments de contexte quant au site qui a été labellisé. Donc, il s'agit du siège de la société Espace Déco, créé en 1974, donc il y a 50 ans par M. Pouponnet à Ennery, donc juste à côté de Pontoise. Et on est spécialisé dans la création, l'entretien, l'aménagement urbain, l'entretien également des espaces verts et les lagages et le génie écologique. Quelques chiffres quant au site, donc c'est 2,5 hectares de site pour 7000 m², un peu plus d'espace vert, pour 140 salariés et 17 millions de chiffre d'affaires en 2023. On a un contexte paysager assez particulier puisqu'on est entre le milieu rural et le milieu urbain. On est entouré au nord par des cultures céréalières de type maïs, blé, colza, miscanthus également, avec quelques bosquets parsemés au nord et toute l'agglomération de Cergy-Pontoise au sud. Ça nous a incité à être labellisé éco-jardin, puisque notre volonté, c'était avant tout d'avoir une démarche exemplaire, que ce soit pour nos salariés que pour nos clients. On voit que nos clients sont aussi de plus en plus engagés vis-à-vis de la protection de l'environnement. Donc il est important pour nous d'avoir cette démarche d'exemplarité. Et ensuite, il est important aussi de réduire notre empreinte carbone. On circule beaucoup sur toute l'île de France, que ce soit nos poids lourds, nos camions bennes, toutes nos équipes de création et d'entretien. Donc il est important que notre impact carbone soit de plus en plus positif. Et enfin, il est important qu'on ait une démarche vertueuse, éthiquement responsable, puisqu'en tant qu'entreprise de paysage et donc premier acteur de la transition écologique, il est bien évidemment important que nous aussi, on fasse des efforts sur cet aspect-là. Notre démarche RSE, elle s'articule selon 3 axes. Le premier, c'est l'aspect collectif, tout d'abord, ensuite l'aspect économique et enfin écologique. Sur l'aspect collectif, on a la chance au sein d'Espace Déco d'avoir notre responsable d'agence à Buc, à Versailles, qui est apiculteur certifié, M. Olivier Boulet. Et c'est grâce à lui, à son initiative, qu'on a pu mettre en place des ruches à la société et de réaliser des collectes via nos salariés en été. On conditionne également notre propre miel, le miel d'été. Ensuite, le potager a été mis en place il y a 2 ans par l'initiative des salariés. C'est eux qui plantent, qui sèment, qui récoltent, qui l'entretiennent tout le mois du printemps et de l'été. Les fruits de récolte sont donnés à tous nos collaborateurs. Et enfin, toutes les structures finalement qui permettent ça, la création des clôtures et également des mangeoires, sont réalisées par nos menuisiers. Donc tout ça dans l'idée de réutiliser aussi nos surplus de chantier. Sur l'autre aspect de collectif, on met à cœur de sensibiliser tous nos collaborateurs et en fin d'année 2023, on a engagé une démarche de mesure de notre empreinte carbone via Greenly. Donc on est actuellement en train d'analyser toutes ces données qui ont été récoltées. Et ensuite, on a envie aussi de développer, donc on en parlait, des sciences participatives, notamment avec Bird Lab. C'est-à-dire qu'on a en place 2 mangeoires, on regarde pendant 5 minutes les mouvements des oiseaux, les variétés qui y sont. Et ça, on a envie de les développer. Et sur l'aspect social, il est important pour nous aussi que tous nos salariés soient formés aux nouvelles gestions, que ce soit le génie écologique, la gestion différenciée et les tailles libres et raisonnées, puisque c'est de plus en plus demandé aussi de la part de nos clients et de nos villes qu'on entretient. Notamment, on a à cœur aussi de transmettre, et ce aux étudiants, comme là au lycée de Saint-Germain-en-Laye, au parc de la Reine Margot à Rueil-Malmaison, aux classes de BTS. Et l'insertion, qui devient aussi un enjeu sociétal majeur dans les marchés, il est important qu'on fasse aussi appel à des partenaires engagés dans ce milieu-là, notamment de la transition écologique. Donc on a développé aujourd'hui, grâce à l'école Être, un partenariat pour recruter des personnes issues de milieux sociaux certes défavorisés, mais du jeune public intéressé par les métiers du paysage et de l'horticulture. Concernant l'aspect économique, aujourd'hui, Espace Déco, depuis 4-5 ans, a commencé à investir dans des énergies propres. Tout d'abord, ça a commencé par l'électrification de tout notre outillage pour l'entretien, que ça va de taille-haie, débroussailleuse, souffleur et tondeuse, mais également pour les mobilités douces et de proximité via l'achat de vélos électriques et de véhicules hybrides et électriques pour tous les déplacements commerciaux. On a également, depuis l'année dernière, qu'on voit sur la vidéo, investi dans des poids lourds qui circulent au biocarburant issu de colza via Oléo. Et enfin, on a une politique de renouvellement de tout notre parc matériel récent avec les dernières
les dernières technologies et notamment les pots catalytiques, les AdBlue pour avoir quand même le minimum d'émissions carbone. Et enfin, on a fini là de convertir tout notre éclairage, que ce soit les dépôts, les bureaux et les ateliers, en LED, à la fois pour réduire notre consommation d'électricité, la facture et également éviter les émissions. Sur l'autre aspect économique, on a mis en place toute une démarche d'économie circulaire qui s'articule sur la logique des 3 R, recycler, réduire et réparer. Recycler puisque tout notre stockage de grumes issues des abattages, des élagages sont broyés. D'ailleurs, le broyage va d'ailleurs bientôt commencer. Et tout le broyat, donc BRF, bois raméal fragmenté, est réutilisé sur tous nos chantiers de création en paillage. Ensuite, on a la chance à Espace Déco d'avoir toute une zone de stockage qui nous permet d'entreposer finalement tous les surplus de chantier qui ne servent pas. Et ainsi, ça évite de recommander inutilement des matières type des regards, des pavés et autres, et qu'on peut réutiliser facilement sur les chantiers de création. Et enfin, on a un atelier, donc on a 3 mécaniciens qui eux-mêmes réparent, révisent tout le matériel. Donc ça va de nos tracteurs, de nos poids lourds, à la petite tondeuse et nos véhicules commerciaux. Et bien évidemment, on est paysagiste, donc notre premier fournisseur, ce sont les pépinières, et on attache une importance à ce qu'elles aussi soient engagées sur ce côté-là, et on est vigilant à aussi qu'elles soient labellisées soit Plan Bleu ou Fleurs de France, aussi pour promouvoir la culture française. Ensuite, et pour finir, il y a l'aspect écologique. Donc on a 2 enjeux espace déco, à la fois faunistique et floristique. Comme je vous le disais, on a la lisière du monde rural et du monde urbain entre nos cultures et l'agglomération de Cergy-Pontoise. Donc comme on voit sur toute la partie haute, on a une zone qui est fauchée une fois par an, et ce pour préserver notre faune locale, puisqu'on s'est aperçu qu'on était traversé quand même par plusieurs types de gibier, que ce soit du chevreuil ou des sangliers. Donc il était important qu'on le fauche tardivement et qu'on y plante également des arbres pour s'en servir en tant que refuge. Et bien évidemment, on y plante également beaucoup d'arbustes à fruits parce qu'on sait que c'est un vivier alimentaire pour les oiseaux. Et enfin, on essaye de préserver au mieux les abeilles en y semant les prairies fleuries et en mettant en place les ruches. Donc ça, c'est surtout sur un aspect de sensibilisation auprès de nos collaborateurs. Et enfin, sur l'enjeu floristique, donc on est dans un monde rural, donc il est important aussi de préserver la flore locale et pour aussi mieux intégrer notre siège sur donc ce PNR, ce site qui est inscrit dans le PNR du Vexin français, on y attache une importance à planter des essences indigènes comme la cercampestre, les Carpinus betulus et autres essences locales. Et également laisser une part aussi à la flore spontanée, encore une fois pour éviter le trop d'entretien. Et enfin, on sait que l'enjeu majeur du siècle qui arrive, c'est l'eau. Donc une des préservations importantes à avoir, c'est la ressource en eau. Donc on paille au mieux nos massifs en bois raméal fragmenté. Bien évidemment, on essaye de planter des végétaux adaptés à la sécheresse, même si en effet il y a le dilemme avec le végétal local. Ensuite, entreprise de paysage dit qu'on a aussi beaucoup d'herbes à planter. On a aussi une grande jauge. Donc il est important qu'on pérennise ces arbres, et pour cela on les alimente via du goutte à goutte et tout un système de récupérateur d'eau qui récolte tous nos eaux de toit de la société. Donc aujourd'hui, Espace Déco a vraiment axé sa labellisation éco-jardin sur ces 3 axes qui finalement se reprennent ceux du développement durable. C'est un premier pas qu'on a aujourd'hui de labelliser notre siège, et ça ne fait que commencer, et on a à cœur de le poursuivre et de le développer. Merci pour vos 2 interventions complémentaires sur les approches et les sujets. Est-ce qu'il y a des questions? Est-ce qu'il y a des questions en distanciel? Voilà, une demande de précision, c'est est-ce que le siège d'Espace Déco est situé en bordure du parc naturel régional du Vexin français ou dans le périmètre du PNR? C'est la seule question que j'ai en ligne. Alors aujourd'hui, Espace Déco est vraiment inscrit dans le PNR du Vexin français, bien qu'en effet, ça fait partie de la limite aussi du PNR, quoi. Mais on est dedans. Est-ce qu'il y a d'autres questions dans la salle?
Bonjour, j'avais une question pour Monsieur Le Cronier. Donc, vous aviez installé un potager participatif pour les salariés sur le site de l'entreprise. Est-ce que c'était une demande des salariés et est-ce que c'est une dynamique qui dure sur le temps? Parce que moi, je ne me suis pas présentée, pardon, je fais partie de l'association de Noé, donc je m'appelle Manon Dehal, et on propose ces solutions-là pour des sites d'entreprise, mais qui nous disent qu'en fait, cette dynamique ne dure pas. Et elles ne savent pas comment motiver en fait, les salariés à maintenir, à entretenir ce potager. Et ma seconde question, c'est quand il n'y a plus d'entretien par les salariés, est-ce que vous prenez le relais sur ces espaces ou est-ce que vous les laissez évoluer naturellement ou librement? Donc en tout cas, c'est un sujet, le potager, qui dure depuis au moins 2-3 ans. Aujourd'hui, on n'a pas été confronté à un abandon. Au contraire, tous les salariés sont quand même heureux déjà d'avoir la récolte. Après, il y a toujours une équipe dynamique qui en entretient. Il y a toujours 2-3 personnes qui régulièrement l'entretiennent, le désherbent. Mais en tout cas, c'est sûr que c'est un projet qui, aujourd'hui, il n'y a pas de démotivation quant à son entretien et à sa pérennité. On n'est pas encore confronté à ça. Et je ne pense pas que ça le devienne. En tout cas, nous, c'est naturellement. Donc voilà. Alors, est-ce qu'il y a d'autres questions? En attendant qu'elles arrivent, moi je vais en poser une. Alors plutôt côté Terre Idéale et Saint-Étienne Métropole, pour savoir comment ça fonctionne en fait la collaboration entre les différents acteurs, donneurs d'ordre, entreprises. Quels sont les indicateurs que vous donnez aussi sur l'avancement de ce sujet de la gestion écologique sur le site? Alors peut-être pour préciser la situation par rapport au parc de Métrotech, donc effectivement j'évoquais une gestion globale du site par un facility manager, donc je ne sais pas si tout le monde est familier à ce concept-là, mais en fait on a un intermédiaire donc, qui est la société Dalkia qui, considérant l'ampleur du site et les enjeux à gérer sur ce site, qu'ils soient bâtimentaires, techniques ou d'entretien généraux, est en fait notre porte d'entrée donc pour Saint-Étienne Métropole. Dalkia s'est adossé à un certain nombre de prestataires, dont Terre Idéale pour ses compétences sur le volet gestion des espaces verts. Donc sur ce sujet-là, on est sur une relation indirecte entre Saint-Étienne Métropole et Terre Idéale, mais par l'intermédiaire qu'est notre Facility Manager. Donc en fait, il y a une relation pour moi presque tripartite autour de ce sujet de l'entretien des espaces verts. Et finalement, Terre Idéale a contribué tout autant que les services développement durable ou Dalkia sur la réponse au dossier pour le label et aux indicateurs et aux objectifs qu'on voulait se fixer. Donc pour moi, ça s'est fait de façon assez conjointe. Et finalement, Terre Idéale a aussi, il me semble, pu être force de proposition sur de la mise en œuvre d'une gestion différenciée. Il y a aussi un élément qu'on n'a pas évoqué, mais qui n'est pas neutre, qui était aussi la question financière et la question des coûts. Donc Terre Idéale a aussi pu être force de proposition pour nous proposer une gestion qui aille dans le sens des enjeux de préservation de la biodiversité, des enjeux écologiques sur lesquels on souhaite aller sur le site de Métrotech, et d'aller sur une logique de gestion aussi à ISO coût. Je pense que c'est important aussi de le préciser. Oui, après, nous, notre approche, en fait, ce qu'on essaye de travailler avec nos clients, c'est effectivement une approche à ISO coût, comme tu le dis. C'est-à-dire, quand on prend un contrat, comment est-ce qu'on arrive à faire plus écologique avec des coûts identiques. C'est-à-dire que là, par exemple, typiquement, des contrats, il me semble que précédemment, en fait, par exemple, les zones que je vous ai présentées en fauche, c'était des zones de broyage. Donc en fait, le broyage, la fauche avec ramassage, c'est un coût supplémentaire. Et en fait, des opérations de broyage, on peut très bien les transformer en fauche avec ramassage. On fait moins de fauche avec ramassage. Et donc ça arrive à compenser. Et en fait, on arrive à transvaser en fait des interventions d'une section à une autre pour en faire un plan de gestion écologique qui réponde en fait aux critères d'une bonne gestion. Après, l'autre élément qui va être important, je pense, ça va être le pilotage de cette gestion. Comme vous l'avez compris, je pense qu'on est au début un peu de l'aventure. Et là, on a plein d'acteurs de différents services de Saint-Étienne Métropole. Il y a nous, il y a le FM, il y a les usagers, il y a tout le monde. Et je pense qu'un des enjeux, ça va être justement d'utiliser à mon avis, le référentiel du label aussi comme guide pour essayer de se dire comment on arrive à piloter
l'ensemble de ce contrat avec toutes ces choses-là. Dans la labellisation, on a des points forts, il y a des points qui sont améliorés. Et je pense que c'est réussir à prendre tous ces points de progrès et à les prendre un par un tous les ans par un pilotage et à les faire évoluer. Comme la cartographie que je vous ai présentée, la cartographie, je pense que c'est pas un élément, c'est pas quelque chose de figé, c'est quelque chose qui doit être pris comme un élément dynamique qu'on améliore, qu'on complète, pour une gestion qui satisfasse l'ensemble des partenaires, quoi. Merci. Alors, est-ce que ça a donné le temps? Ah, il y a une question. Oui, une demande de précision en ligne. On nous demande qu'entendez-vous par taille libre des arbustes? Alors, je ne sais plus qui d'entre vous a évoqué ce terme, mais est-ce que c'est pas de taille ou une taille en port naturel, nous demande Arnaud Ducroux. Aujourd'hui, depuis quelques années, on a trop tendance finalement à tailler nos haies et nos arbustes avec le taille-haie en... Parlez plus près. Ah, plus près, ok. Depuis quand même beaucoup plus dizaines d'années, on a trop tendance à tailler nos arbres et nos arbustes, plutôt nos arbustes en cubes et en rond avec le taille-haie. Aujourd'hui, on voit la mouvance, c'est de laisser quand même le port libre au végétal, donc c'est-à-dire de réutiliser finalement des outils de base que sont le sécateur de force ou autre, la cisaille. Sauf que ça, bien évidemment, ce sont des techniques qu'on a certes perdues. Donc un peu comme dans le monde agricole, on revient finalement à des techniques entre guillemets ancestrales auxquelles nos équipes ne sont plus forcément formées ou ne connaissent plus vraiment. Donc il est important aussi que nous, on soit à l'initiative de les former, de les aider à retrouver ces techniques de base. Donc c'est par là la formation s'appelle taille libre et raisonnée, quoi. Retrouver la forme libre du végétal. Et en taillant moins, bien évidemment. Très bien. Est-ce qu'il y a d'autres questions dans la salle? Alors moi j'en ai encore une, du coup, plutôt à l'attention des deux entreprises de paysage qui sont autour de la table, pour vous demander comment vous percevez le marché aujourd'hui globalement, en sortant de ces deux cas pratiques, sur la place des demandes liées à la gestion écologique, pas forcément toujours avec un objectif de labellisation, mais est-ce que dans les appels d'offres, les marchés, vous sentez qu'il y a une inflexion sur ce sujet-là? Est-ce que, enfin voilà, comment vous voyez les tendances? Tu veux parler des marchés publics ou privés? Les deux. Les deux. Alors, je vais commencer par le marché privé. Le marché privé, je trouve qu'il évolue de manière... c'est assez extraordinaire, je trouve, l'évolution, y compris de la part de grands donneurs d'ordre. Il y a des marchés... Alors, je vais pas parler que vraiment d'entretien d'espaces verts, mais ça va être aussi l'entretien de grands ensembles, de grandes infrastructures, par exemple. Maintenant, on voit vraiment une place qu'on ne voyait pas avant, de la biodiversité, avec, par exemple, sur des grandes infrastructures, on nous interdit, et heureusement, et c'est très bien, d'intervenir en plein printemps, et uniquement pour les zones de sécurité, ce genre de choses. Mais par exemple... intervenir sous les lignes où tout le monde a en tête la SNCF qui s'est fait épingler avec il n'y a pas très longtemps à broyer il y a eu un procès et compagnie pour l'entretien de talus. Ça, normalement, je pense que c'est du passé. Enfin, j'espère. Avec les événements qu'on voit en ce moment, des fois on peut se poser des questions, mais je pense qu'il y a des choses nouvelles qui arrivent là dans les marchés, et notamment d'intervenir notamment aux bonnes périodes. Et ça, c'est des choses qui sont, mine de rien, hyper impactantes pour nous, parce que quand on est bûcheron, on a envie de bûcheronner 12 mois de l'année. Et là, on commence à dire aux gens, non, c'est votre métier, il commence à être saisonnier. Donc c'est lourd, ça peut être très, très lourd, très impactant. Et pour autant, il y a des choses qui sont en train de se passer de manière très, très positive. Donc... non, je trouve que la gestion écologique, elle prend... Et puis bon, après, il y a plein d'entreprises aussi qui ont envie de montrer concrètement ce qu'elles font en matière de biodiversité. Et l'espace vert ou leur espace, ou le foncier, en tout cas, il y a des choses qui
qui peuvent se passer là-dedans et se montrer dans ce domaine-là. Après, dans le marché public, non, je trouve qu'il y a... Enfin, je sais pas, moi, ça fait 10 ans que je suis dans l'entreprise et ouais, il y a 10 ans, vous voyez encore plein de phytos, plein de trucs comme ça. Maintenant, je trouve qu'il y a quand même... La notion de gestion écologique, elle est quand même généralisée, quoi. On la voit partout. Enfin partout, pas forcément partout, mais non, il y a une évolution qui est quand même très, très favorable et qui nous impose aussi à nous de nous adapter et de former. On a multiplié par 2,5 le budget formation de nos équipes. C'est aussi pour s'adapter à ce genre de situation, pour que la taille raisonnée, c'est une technique et on a un formateur interne qui forme les gens à la taille raisonnée. Parce que maintenant, c'est des choses qu'on voit partout et qui sont exigées, et même notre savoir-faire est testé pour voir si on est capable de faire ces tailles raisonnées dans certains marchés, je pense de certaines grandes villes. Et tant mieux, c'est bien, il n'y a pas de problème là-dessus. Donc je trouve que l'évolution est plutôt favorable. Oui, donc tout a déjà été un peu dit, mais en effet, depuis le 1er juillet 2022, où finalement on n'a plus le droit aux phytos dans les cimetières, ça a été aussi une remise en cause, puisque c'est des lieux, en tout cas nous, Espace Déco, on travaille beaucoup dans le milieu public, et les cimetières sont des lieux sensibles, et c'est vrai que de ne plus avoir à traiter via le chimique, mais finalement débroussailler, ça a remis aussi beaucoup de choses en cause sur le type de matériel utilisé, les fréquences, puisque finalement ça bouge beaucoup. Après, c'est vrai que voilà, on disait de plus en plus de villes poussent, et ce grâce aux responsables des espaces verts, à finalement avoir une gestion beaucoup plus libre de leurs végétaux. Et comme la palette elle bouge également, il y a beaucoup plus de saisonnalité, et notamment sur la nidification où ça va être de plus en plus pris en compte, où en effet on aura pu intervenir sur certaines périodes. Donc il y a aussi quelques normes qui arrivent, mais on arrive à le gérer. Et du coup, je vais me tourner aussi vers Saint-Étienne Métropole avec ce projet de charte biodiversité d'engagement des différents acteurs. Comment vous avez senti que est-ce que ça a pris? Comment ça évolue c'est un peu la même question, mais sur un autre aspect, quoi. Comment, en termes d'animation territoriale, on voit la progression de ces sujets de biodiversité, d'écologie? Alors, c'est vrai que c'est une réponse assez compliquée parce que, comme je l'ai dit tout à l'heure, il y a 53 communes, donc en fonction de la politique qui est menée au niveau communal, on va avoir des réponses qui sont très diverses. Mais globalement, c'est assez bien accueilli et les enjeux sont saisis au niveau global. Par exemple, la stratégie biodiversité a été votée à l'unanimité. C'est-à-dire que les élus, au niveau politique, se rendent bien compte des enjeux qui sont sur le territoire et qu'ils ont à s'en saisir. Au niveau de la gestion écologique, comme vous le disiez tout à l'heure, c'est vrai qu'on évolue. Là, par exemple, dans la boîte à outils de la stratégie, on a un guide de gestion écologique des espaces verts. Mais c'est vrai que là, la stratégie a été votée il y a à peine un an et qu'il y a encore tout ce travail de formation des équipes et de mise en place à réaliser, notamment avec l'actualisation du règlement de voirie, des choses comme ça. Donc on avance, mais petit à petit. Et c'est vrai que chaque commune a un petit peu ses habitudes de travail avec ses propres prestataires. Et du coup, c'est difficile d'avoir un message et une unicité d'action. Ça prend un petit peu de temps, mais on y arrive. En fait, nous, il y a des métiers nouveaux qui arrivent, qui accompagnent en fait la mise en place de la gestion écologique, notamment tout ce qui est communication, animation. On est proche de l'éducation à l'environnement, en fait, à certains moments. Où là, pour Métrotech, c'est le cas parce qu'on va rentrer là-dedans. Il y avait la photo avec les grosses balles de foin. Ça a été perçu de manière pas homogène, quoi, y compris au sein de Saint-Étienne Métropole et y compris au sein des gens qui résident sur le parc de Métrotech. Et donc là, c'est impératif d'aller accompagner le changement par de la pédagogie, expliquer pourquoi on le fait, peut-être montrer un azuré du Serpollet, un Milan Royal qui sont juste à côté. Voilà, il y a une faune qui est intéressante et qui va s'enrichir grâce aux mares, grâce aux haies, etc. Et je pense que nous, notre métier, en tout cas, on accompagne et on propose effectivement des choses qui ressemblent à de l'animation nature, voilà, pour expliquer et comprendre en fait ce qu'on fait, c'est l'admettre et donc c'est l'inscrire aussi dans le temps de la gestion du site, quoi. Merci. Alors, oui, question à distance. Oui, deux questions pour vous quatre, en fait. Est-ce que vos sites sont clôturés et si oui, est-ce qu'il y a des dispositifs pour permettre la circulation de la faune? Et l'autre question concerne le pâturage.
sur le type d'espèces animales qui sont utilisées pour ce pâturage et le lien éventuel avec la flore présente sur les sites. Donc pour répondre à la première question, oui, donc nous, Espace Déco, tout est planté de haies finalement, surtout du bord. Après, il y a bien évidemment des ouvertures dans les haies qui permettent, voilà, comme je le disais, le passage des chevreuils, des sangliers et autres faunes avoisinant notre lieu. Mais voilà, nous, c'est entouré de haies. Alors pour ce qui est du parc d'activités de Métrotech, nous on est effectivement sur une clôture matérielle physique. En revanche, on a réalisé, comme on montrait tout à l'heure, du coup des passages à petite faune. Alors je ne saurais plus redonner les distances entre chaque passage, mais en tout cas il y a un certain nombre de petites de passes qui ont été installées plutôt pour effectivement favoriser la perméabilité, considérant qu'on est entouré de bois. Voilà sur la partie clôture. Ouais, bah pour Métrotech, en fait, jusqu'au renard, ça passe sans problème. Après, c'est plus compliqué, il faut passer par les grandes voies d'accès. Et pour l'éco-pâturage, en fait, alors par rapport à la diversification de la flore, en fait, l'éco-pâturage, pour nous, c'est aussi une manière, comme on l'évoquait tout à l'heure, en fait, la fauche avec, l'exportation de la matière, ça permet de diversifier la flore. Et en fait, l'éco-pâturage, c'est une manière, en tout cas, d'exporter l'herbe. Donc ça contribue, si c'est pas fait de manière trop intensive et s'il n'y a pas de surpâturage, ça contribue effectivement à diversifier la flore. C'est beaucoup moins impactant par rapport aux populations d'insectes. Un broyeur qui passe au mois de juin dans une prairie, c'est vous tuez 80% des insectes. Évidemment, des animaux, c'est une méthode plus douce. Donc nous, on utilise principalement des moutons. Là, on a vu des moutons soloniaux. Et là, à Métrotech, je pense que ce sera soit des soloniaux, soit des moutons bisets. Donc c'est la race du Massif central. Et nous, de manière plus générale, on essaye de travailler qu'avec les races rustiques, locales. Donc on a des Landais dans les Landes, on a des Boulonnais à Boulogne, des Tonnet-Marteau en Haute-Savoie, des Montréroux dans le Sud, des Solognottes en Sologne, etc. Et à chaque fois, c'est ces races qui sont des races souvent rustiques en conservation. Alors après, on a quelques trous dans la raquette, hein, puisque les Solognottes, on les en a un peu plus larges, mais il n'y a pas des races rustiques locales partout. Voilà. Alors, est-ce qu'il y a une dernière question dans la salle? Non? Eh bien alors, je vous remercie à nouveau.